Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Christophe Prat, qui nous parlera de la conservation des abeilles sauvages en Suisse. Quelques mots sur notre association Free the Bees. Nous sommes donc une association créée en Suisse en 2013. C'est l'une des rares organisations européennes dédiées à l'abeille mellifère sauvage et qui met en pratique la protection et la promotion des abeilles mellifères sauvages en luttant aussi activement contre leur extinction en tant qu'espèce sauvage. Et tout ceci indépendamment des intérêts des apiculteurs. Pour ce faire, nous créons des habitats forestiers, nous recensons, nous monitorons les colonies vivantes sans intervention humaine. Elles sont actuellement, dans notre recensement, plus de 400 en Suisse, et nous les suivons 3 fois par année. Pour transmettre nos valeurs au public, en plus des publications et des cours que nous organisons, nous avons créé à Vauru, dans le canton de Fribourg, en Suisse donc, un sentier découverte de l'abeille mellifère et de la biodiversité, sentier sur lequel nous organisons des visites guidées, des ateliers et des journées participatives. Toutes ces informations, vous les trouvez bien sûr sur notre site freethebees.ch. Et depuis 2020, nous organisons un cycle de conférences en ligne sous l'appellation Abeilles sans frontières. Et à ce jour, une cinquantaine de conférences ont été organisées, et conférences bien sûr qui sont disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vais passer la parole à Christophe Prat. Je le remercie en tout cas d'être présent et d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Christophe, je passe la parole. Voilà, bonsoir, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, Personnellement, parfaitement. parfaitement. Magnifique. Alors, merci André pour la présentation, merci pour l'accueil chez Free the Bees pour cette conférence. André m'a demandé de rapidement me présenter. Moi, je vais peut-être mettre ma première slide, comme ça vous aurez mon nom, mon affiliation. Alors, j'ai pas dit rapidement, hein. Ah oui, pardon. Je rigole. Voilà, donc en théorie, vous devriez voir cette slide. Donc, je vais vous présenter moi, puis je vais présenter un tout petit peu mon institution ou les institutions pour lesquelles je travaille. Donc, mon nom est Christophe Prat. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les abeilles sauvages. Et puis, j'ai en ce moment une position partagée entre l'Université de Neuchâtel, où j'enseigne principalement l'entomologie, vous vous en doutez bien, et également la biologie de la conservation. Et puis, je travaille également dans une institution qui s'appelle Infofauna, qui est basée à Neuchâtel, et puis qui est l'institution chargée de maintenir les bases de données faunistiques. Alors, c'est un petit peu technique, on fait beaucoup plus que ça. On maintient ces bases de données, on publie des cartes de distribution, et surtout, on s'occupe de listes rouges, d'espèces prioritaires, de conseils pour la conservation des espèces pour les différents cantons. Et puis, évidemment, au sein d'Infofauna, eh bien, je suis responsable de la banque de données abeilles et je m'occupe de conseils en matière de conservation des abeilles sauvages. Et puis la plupart de ce que je vais vous présenter ce soir, c'est pas tellement l'objet de recherche, c'est beaucoup plus l'objet de ce travail que je fais pour la conservation des espèces d'abeilles sauvages en Suisse. Voilà, je crois que j'en ai dit assez sur moi. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'abeilles. Euh, Qu'est-ce que j'ai prévu ou à quoi est-ce que j'ai pensé en préparant cette présentation? Je vais parler de conservation, mais je vais beaucoup parler de biologie des abeilles, en fait, des biologie des abeilles sauvages, en particulier de ce qu'on peut qualifier comme leurs besoins écologiques, parce qu'en fait, pour comprendre la conservation des abeilles, ben, quelque part, il suffit de comprendre l'énorme diversité de comportements d'écologie, de besoins en micro-habitat, en plantes, qui caractérisent les plus de 600 espèces d'abeilles sauvages qu'on a en Suisse et en Europe centrale. Et puis quand on a bien compris tout ça, après on peut passer à la partie conservation où on voit comment on peut favoriser les structures, les plantes hôtes, les milieux qui sont riches en espèces d'abeilles sauvages. Donc voilà, il n'y aura pas une transition très nette entre ces deux points, hein. Je vais parler pas mal de la biologie des abeilles sauvages avec plein de photos. Et puis après, on va passer plus sur la partie conservation où euh, je vais mettre ça un tout petit peu en pratique puis vous présenter ce qui se fait en Suisse. Alors, on est une institution qui est financée par l'Office fédéral de l'environnement pour une grande partie de notre budget. Et je vous présente un peu ce qui se fait au niveau
institutionnel. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font pour la protection des espèces par des ONG, ProNatura, WWF, des réserves privées. C'est vrai que moi, j'aurais plus l'approche de ce qui se fait dans les institutions, donc au niveau de la Confédération, mais surtout au niveau des cantons en matière de conservation des espèces. Donc, c'est une partie de ce qui se fait. Voilà, qu'est-ce que les abeilles? Bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Les abeilles sont des hyménoptères, plus particulièrement un groupe d'hyménoptères qui sont caractérisés par un dard, et puis dans la règle par le fait qu'ils construisent un nid. Ce sont les hyménoptères aculéates. Alors, pour nous, comme pour vous, enfin pour nous ce soir qui travaillons sur les abeilles, qui connaissons les abeilles, on ne va pas apprendre grand-chose, mais quand on parle de biologie, c'est le premier truc qu'il faut mentionner, c'est ce nid. Et c'est assez unique chez les insectes, en fait. Les autres hyménoptères non aculéates ne le font pas, et les papillons, les orthoptères, les libellules ne font pas de nid. Certaines chenilles font un nid, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et ce nid, il va vraiment déterminer les milieux et puis le mode de reproduction de toutes les abeilles, ainsi que les autres aculéates, les autres hyménoptères aculéates. Les abeilles sont dérivées d'un groupe de guêpes qu'on appelle les guêpes sphécides. C'est un peu technique, on les appelle aussi des guêpes fouisseuses dans la littérature en français. Ce sont des guêpes qui sont des chasseurs ou des chasseuses, je ne sais pas comment on dit. Vous connaissez peut-être celui du milieu, parce qu'ils traînent souvent à côté des colonies d'abeilles. Le filante et vont ramener cette proie dans leur nid. Voilà, alors en anglais, il y a un petit terme un peu catchy comme ça, Central Place Forager. J'ai essayé de traduire, j'ai essayé de regarder ce qu'on disait sur Internet. C'est un organisme à ravitaillement central. Bon, j'aime un petit peu moins, mais c'est super important pour bien comprendre comment fonctionne la biologie. On va avoir des insectes qui vont faire les pendulaires entre le lieu où ils ont construit leur nid, y compris pour l'abeille mellifère, et puis l'endroit où elles vont trouver leurs ressources. Et cette récolte de ressources, c'est quelque chose qui est très très rare dans le monde des insectes et qui caractérise ces aculéates. Vous avez ici une petite larve justement de ce sphécide qui se nourrit d'abeilles mellifères, avec cette pauvre abeille qui a été paralysée, qui va rester près de 2-3 semaines parfaitement vivante et immobile, et qui va être consommée progressivement par cette petite larve. Ça, c'était les ancêtres des abeilles. Alors évidemment que les ancêtres, ils ne s'attaquaient pas aux abeilles, parce que les abeilles n'étaient pas encore là. Donc les abeilles, c'est par ça qu'elles sont caractérisées. Et puis au lieu de ramener des petits insectes, elles ramènent du pollen et du nectar. C'est absolument fascinant dans l'évolution. Les plantes produisent ces deux produits. Le nectar est plutôt une récompense donnée aux pollinisateurs. Le pollen, en général, pas. Le pollen, c'est le vecteur des gamètes. Et ensemble, ces deux tissus floraux vont créer une diète parfaite, composée de beaucoup de protéines et de beaucoup d'hydrates de carbone, aussi nutritive qu'un insecte, quasiment. Et donc, il va nourrir la petite larve qui va créer ses couvains isolés, dans le cas de la plupart des abeilles sauvages, soit dans le sol, soit dans d'autres structures. Alors, pour cette récolte de pollen, vraisemblablement, les abeilles sont caractérisées par des poils qui sont généralement plumeux, à certains endroits du corps en tout cas, si on regarde avec une loupe. Et puis, une adaptation pour récolter le pollen qu'on voit chez toutes les abeilles, même celles qui ont perdu la faculté de récolter le pollen, comme les abeilles coucou, j'en parlerai un tout petit peu, c'est ce basitarse arrière qui est aplati. Et vous connaissez tous le mouvement des abeilles qui vont charger la corbeille à pollen. C'est quelque chose que toutes les abeilles sauvages, en tout cas celles qui récoltent du pollen, font. Et en frottant ces basitarses arrière, elles vont charger les brosses à pollen. Et c'est pour ça que ce basitarse, il est un tout petit peu élargi. Voilà, pour la partie morphologique. Si on présente maintenant les faunes d'abeilles sauvages qu'on trouve en Europe centrale, on a un gradient de diversité qui part du nord, avec des faunes plus pauvres en espèces, et puis des hotspots de diversité dans les endroits méditerranéens. Et ce qui est particulier avec les abeilles, comparé à beaucoup d'autres groupes, c'est que si on va plus au sud, vers les régions tropicales, on a de nouveau une baisse de cette diversité. Donc l'optimum de diversité des abeilles, ce sont les milieux méditerranéens, les milieux chauds et secs. Et on a après une baisse de diversité en milieu tropical. La plupart des lignées d'abeilles ne pouvant pas survivre dans les endroits au climat trop humide. C'est en tout cas l'explication. Et cette grande richesse des abeilles sauvages se trouve
tout autour de la mer Méditerranée et dans les autres régions du globe qui affichent également un climat méditerranéen. Si on regarde maintenant à l'échelle de Suisse, je vous ai dit qu'il y avait plus de 600 espèces d'abeilles en Suisse. On va en reparler dans quelques instants. On considère évidemment Apis mellifera comme une espèce indigène euh, qui était présente bien avant l'apiculture, jusqu'au nord de l'Europe. Et sinon, voilà un peu comment se répartit le gâteau au miel des abeilles. On a 400 espèces qu'on considère comme solitaires, qui n'ont pas de socialité. On a un bon 20% de la faune, environ 15 à 20% de la faune qui est constituée d'abeilles coucou. Ce sont des parasites qui vont parasiter les nids d'autres abeilles. Et puis, on a quand même une cinquantaine d'espèces, dont une quarantaine d'espèces de bourdons, qui sont des espèces eusociales. Donc, quand on dit abeilles solitaires et abeilles sauvages, ce n'est pas exactement la même chose, puisque certaines abeilles sauvages ne sont pas solitaires, ont un certain type de socialité. Je vais y revenir dans quelques minutes. Alors, la grande question, Apis ou pas Apis, quelles sont un peu les différences au niveau de la biologie? Ça, c'est des choses qui sont assez essentielles pour bien comprendre les aspects de conservation. L'abeille mellifère, chez nous, on parle d'une espèce. Il y a quelques sous-espèces, mais en Europe, on a une seule espèce, Apis mellifera. C'est un genre Apis qui contient plusieurs espèces, principalement dans la région orientale. Les abeilles sauvages, qui peuvent être solitaires ou plutôt sociales aussi, on a plus de 600 espèces en Suisse et en Europe centrale et près de 20 000 espèces en tout au niveau mondial. Lorsqu'on a une socialité, donc chez l'abeille mellifère, on a toujours une socialité, on parle de socialité avancée, on verra qu'est-ce que ça représente exactement, et c'est un mode de socialité qu'on ne va pas du tout trouver chez les abeilles sauvages, en tout cas pas sous nos latitudes. Il y a les abeilles sandars dans les zones tropicales qu'on n'a pas du tout en Europe, qui ont également ce mode de socialité avancé que je vais définir un peu plus tard ce soir. Voilà les quelques différences. On me pose souvent la question, est-ce qu'elles piquent? Oui, elles piquent. Est-ce qu'elles produisent du miel? Non, elles ne produisent pas de miel. Il n'y a pas d'hivernage de colonies pour les espèces sociales. Et les individus qui hivernent n'ont pas besoin de réserve de nourriture chez les abeilles solitaires. Et puis, d'autres différences assez centrales au niveau de la biologie. Les larves d'abeilles sauvages sont toujours nourries intégralement avec du pollen et du nectar, alors que la proportion de protéines qui sont d'origine de sécrétion glandulaire est beaucoup plus élevée et quasiment majoritaire chez l'abeille mellifère. Donc ça, c'est aussi une grande différence au niveau de la nutrition, puisque l'abeille mellifère a la possibilité de nourrir, un peu comme les mammifères, les larves, ce qui peut faire des filtres, ce qui peut changer énormément de choses au niveau nutritif, énormément de choses au niveau nutritif. Et ça, c'est pas du tout le cas chez les abeilles sauvages. Et puis voilà, souvent quand je parle avec les personnes familières de l'abeille mellifère, on me demande s'il existe des varroas, ou du varroa, ou des espèces de varroa. Et la réponse est non, le varroa n'attaque pas du tout les abeilles sauvages. Au moins un problème que nous n'avons pas, enfin que le monde des abeilles sauvages ne connaît pas. Euh, Petit mot sur Apis mellifera quand même, c'est cette espèce qui nous réunit ce soir. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est clairement une espèce indigène en Europe. À l'état naturel, vous le savez mieux que moi, c'est une espèce qui, en tout cas sous nos latitudes, était vraisemblablement essentiellement forestière, mieux adaptée au milieu fermé qu'au milieu ouvert, en tout cas en milieu naturel, avec l'utilisation de ces cavités dans les arbres. Euh, on a quelques indications sur des zones où les populations sont que sauvages et on sait que les densités qu'on a actuellement dans notre pays, elles sont bien supérieures aux populations naturelles. On aurait des densités qui seraient au moins 10 fois plus faibles sans les pratiques apicoles qu'on a actuellement. Donc c'est une espèce qui est indigène, mais à l'état sauvage aurait des densités beaucoup plus faibles. Voilà, alors sans trop rentrer dans la controverse, on peut en parler un tout petit peu après. Au niveau de la nomenclature précise, lorsqu'on parle de population et d'espèces, les
colonies qu'on trouve dans les forêts en Europe centrale, elles sont pas parfaitement distinctes des colonies apicoles ou des populations apicoles. On sait qu'il y a des échanges génétiques. Ces échanges sont marqués chez nous, principalement parce que la densité de la population apicole est particulièrement haute en Suisse, il faut le dire. Et dans d'autres régions d'Europe, la situation est peut-être différente. Il y a des régions d'Europe où on voit que les populations sauvages peuvent représenter ce qu'on appelle en jargon scientifique, c'est conservation units, c'est-à-dire des populations qui sont séparées et relativement peu influencées génétiquement et démographiquement par les populations apicoles. Alors, il y a toute une littérature, je ne vais pas rentrer dans cette littérature, qui mentionne que la conservation des abeilles mellifères indigènes est importante. On peut parler de différents articles qui ont été faits par Fabrice Réquier, Patrick Coll, que vous connaissez très probablement. Mais voilà, en Suisse, concrètement, bon, une question apicole, c'est peut-être pas le bon terme exactement, parce qu'il y a d'autres approches que l'approche de l'apiculture, vous le savez tous. Pour moi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a ce concept de la conservation des espèces en Suisse, qui est inscrit dans la loi, qui est financé par un financement fédéral et cantonal. Et effectivement, là, mon avis scientifique, c'est que la conservation d'Apis mellifera est séparée de ce concept de la conservation des espèces. Simplement pour cette raison démographique, cette raison des conservation units, donc le fait que les populations sauvages ne forment pas des unités de conservation séparées au niveau génétique et démographique. Donc, toutes les initiatives pour améliorer le bien-être de l'abeille eh bien, sont positives, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on va séparer de ce que j'appelle la conservation des espèces. Alors, dans la toute dernière liste rouge, c'est la liste rouge européenne, les populations mellifères sauvages d'Europe ont été déclarées en danger. Voilà, c'est un avis qui a été assez controversé, qui a été pris. En Suisse, on a décidé de prendre une autre approche, de ne pas évaluer Apis mellifera. En fait, tout dépend c'est un peu une question sémantique. Est-ce qu'on considère l'espèce? Est-ce qu'on considère les populations? Et là, clairement, la liste rouge européenne a décidé de ne que considérer les populations sauvages. Et maintenant, en termes de conservation, ben justement, pour moi, il y a un tout petit peu cet équivoque, puisque comment on définit une population? Comment est-ce qu'on définit une population? Surtout si on veut penser après mesures de conservation en pensant à ce concept d'unité de conservation séparée démographiquement et génétiquement des autres populations, donc la population maintenue par les apiculteurs. Et c'est vrai que si on regarde l'évolution du nombre de ruches, c'est souvent un nombre qui surprend, parce que tout le monde a en tête le déclin des abeilles, les problèmes des abeilles depuis l'introduction du varroa, etc. Et on voit quand même qu'au niveau européen, en tout cas, ce n'est pas la même chose exactement. En Suisse, au niveau européen, le nombre de ruches est en augmentation. Voilà, retour un tout petit peu sur les abeilles que je connais un tout petit peu mieux, hein, donc, que l'abeille mellifère, les abeilles sauvages. Et on va faire un tout petit tour pour l'introduction à la partie de la conservation de leur biologie. La première chose qu'on va aborder rapidement, c'est ce qu'on appelle la nidification. Donc, comme je vous l'ai dit, les abeilles sauvages font des nids. Et ces nids sont très, très variés. Le principe de base, c'est une cellule où on ne va pas trouver de cire. La production de cire est quelque chose qui est limité à Apis mellifera et aux bourdons, qui sont d'ailleurs parentes éloignées, mais c'est les abeilles corbiculées. Les bourdons produisent également de la cire, mais pas les autres abeilles sauvages, si on veut, puisque les bourdons sont également des abeilles sauvages. Et dans une cellule à couvain, on ne va pas trouver cette larve qui est nourrie à la bectée ou de sécrétion comme Apis mellifera, mais on va trouver vraiment un pain de pollen, comme on le décrit parfois dans la littérature en français, c'est-à-dire un mélange de plus ou moins moitié-moitié pollen et nectar. Et le pollen seul ne constituerait pas une très bonne nourriture
parce qu'il est riche en protéines, mais en général trop pauvre en hydrates de carbone, en tout cas au niveau du ratio. Et voilà, je trouve toujours magique de penser que la fleur produit le pollen, et puis juste au même endroit, la fleur produit également du nectar, et quand on mélange ces deux produits, on a une diète absolument parfaite. Mais il faut les mélanger. Et donc, un pain de pollen comme celui-là contient, dans la règle, plus ou moins 50% de nectar, qui est souvent en plus un tout petit peu concentré, pas autant que le miel, mais les abeilles ont la possibilité de concentrer un tout petit peu le nectar pour pas que la provision ne soit trop liquide. Et dans chaque cellule à couvain, on va trouver un seul œuf, en général, qui va ensuite se développer pour donner naissance à une larve. Et là, le développement se fait en l'absence complète d'interaction avec les adultes. Donc c'est vraiment une espèce qui, euh, en tout cas dans les espèces solitaires, n'interagit pas du tout entre adultes et la larve. Dans la règle, la larve se développe rapidement. C'est un développement qui est beaucoup plus rapide que la plupart des autres larves d'insectes, ce qui montre également la très bonne valeur nutritive du pollen. Là, vous avez une petite osmie on a tout le développement, c'était tiré du très beau livre de Paul Vestry sur les abeilles d'Allemagne, avec la plupart des abeilles sauvages ont ensuite tissé un cocon. Et puis à l'intérieur de ce cocon, alors le cocon manque parfois chez certaines lignées. À l'intérieur de ce cocon, on a ensuite une pupe qui va donner naissance à une nouvelle abeille. Voilà, si on regarde un tout petit peu où est-ce que ces abeilles placent leur nid, on fait le tour des environ 600 espèces d'abeilles d'Europe centrale. On voit que une bonne proportion, plus de la moitié, vont nicher dans le sol, dans des terriers qui sont creusés par la femelle dans le sol. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a une espèce de lasioglossum avec alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. On a le couloir principal, et puis ensuite, les abeilles font généralement ces petites loges qui sont chacune séparées. On voit que ça brille un tout petit peu. Souvent, il y a une sécrétion qui va rendre cette loge imperméable pour pas qu'elle pompe l'eau. Le pollen étant fortement hygroscope. Donc, s'il n'y a pas cette imprégnation sur la paroi de la cellule, eh bien, l'eau, l'humidité du sol va faire pourrir le pollen assez rapidement. Certaines espèces aiment le sable. Souvent, c'est des espèces qui sont rares en Europe centrale, qui sont beaucoup plus fréquentes dans les milieux côtiers ou dans des zones de dunes ou de landes sableuses. Ici, une espèce qui vole maintenant, Drena vaga, sur les saules, qui vraiment va chercher les endroits de l'euse ou de sable pour construire ses nids. Et certaines espèces, ben, on les compte aussi dans celles qui nichent dans le sol, ont des besoins très particuliers, comme cette espèce menacée en Suisse qui spécifiquement va chercher des talus verticaux pour y creuser ses galeries et placer ses cellules. Donc tout ça, ça vous donne une petite idée de la diversité déjà, rien que dans la première catégorie des abeilles, celles qui construisent leur nid dans le sol nu. Après, on a une toute petite proportion qui utilise des tiges, mais pas n'importe lesquelles, des tiges à moelle, pas des os à moelle, mais c'est des tiges à moelle. C'est des tiges qui ont une certaine substance à l'intérieur. Et puis ces espèces, elles sont un peu compliquées, mais elles vont pas prendre des bambous vides. Elles ont besoin de creuser. Elles ont vraiment besoin d'aller creuser dans ces tiges à moelle. Et ben, par exemple, dans les tiges de ronces, le sureau, vous connaissez peut-être, c'est vraiment cette substance un peu blanche à l'intérieur. Elles vont creuser ces nids dans les tiges. Et là, ben, à l'intérieur, vous allez retrouver ces cellules avec souvent ces petites partitions qui sont faites de fragments de moelle. Et puis, en termes de conservation, ben, de nouveau, un petit aspect compliqué, c'est que les abeilles souvent vont construire ces nids dans des tiges qui sont encore vertes, sans trop savoir ce qui va se passer pendant l'hiver après. Et il faut que ces tiges restent sur pied, parfois plus d'une année. Donc là, forcément, en termes de conservation des milieux, on a besoin de tiges. Et si les surfaces sont fauchées, entretenues, ben, on va détruire ces nids et qui vont donc détruire les abeilles qui sont présentes à l'intérieur. Et ensuite, alors ça, c'est les abeilles que vous connaissez le mieux, qui sont connues du grand public, parce que c'est celles qu'on va trouver dans les hôtels à insectes, hein. C'est des espèces qui vont utiliser les cavités existantes. Dans la nature, c'est ce qu'on appelle en général des trous d'émergence des larves de coléoptères dans le bois. Donc, il y a beaucoup de coléoptères, de larves de coléoptères qui se développent dans le bois. Et puis, lorsque la larve a terminé, ben, l'adulte va sortir et ça crée
ces trous, vous voyez un tout petit peu sur l'image de droite, cette vieille souche ou ce vieux tronc qui est complètement perforé. C'est ce qu'on imite en fait lorsqu'on fait ces hôtels à insectes. Et là, on a certaines espèces qui n'ont pas besoin de creuser et qui vont accepter directement ces cavités. Alors ici, l'espèce qui est vraiment très active en ce moment, si vous allez à côté d'un hôtel à insectes, vous allez voir l'osmie cornue, Osmia cornuta, qui est une abeille maçonne qui va maçonner ces bambous et ces hôtels à insectes. Dans les cavités, ben, on n'a pas que des trous dans le bois, on a également une petite dizaine d'espèces en Suisse qui utilisent exclusivement les coquilles d'escargot abandonnées. Donc là, on a de nouveau une particularité. Vous voyez pourquoi, pour parler de la conservation, on est obligé de parler de cette énorme diversité au niveau de la biologie. Et ces espèces-là, bon, celle-là, en l'occurrence, elle est commune. Les mâles ont commencé à voler, elles volent un tout petit peu plus tard. Et ben, vous allez trouver les mâles qui patrouillent le long de coquilles d'escargot vides et les femelles vont placer le pollen comme si c'était en fait une cavité de bambou, même si c'est en spirale. Et elles vont placer le pollen au bout de cette cavité. Et puis ensuite, elles vont remplir, alors c'est la larve, c'est la maman abeille qui a fait ça, la femelle abeille. Elles vont remplir la cavité avec des débris et même une petite maçonnerie faite avec du mortier végétal pour boucher la cavité ce qui va empêcher les parasites de rentrer. Et en plus, après, certaines espèces vont cacher la coquille, parfois l'enterrer, parfois la cacher avec un petit tipi d'aiguille de pin. Donc un comportement extrêmement sophistiqué, bien connu des naturalistes pour ces espèces. Voilà, donc ça, c'est les cavités. Puis après, il y a quelques espèces qui ne rentrent pas trop dans les catégories. C'est des espèces qui produisent des nids de surface, donc qui construisent entièrement le nid à partir d'un mortier, comme ici un mortier minéral pour cette espèce dont je vais reparler dans un moment, ou un mortier de résine. Enfin, c'est même pas un mortier, c'est de la résine pure pour cette petite espèce qui va construire ses cellules de résine. Pour la petite histoire, elle fait une petite cheminée qu'elle laisse ouverte. Donc, il y a un petit trou à l'intérieur la larve va le boucher avec de la soie, mais la résine ne permet pas la respiration. Et donc, il y a une petite cheminée qui est orientée vers le bas pour pas que l'eau de pluie rentre. Donc, c'est vraiment une petite maisonnette parfaite, même si nous, on mettrait plutôt la cheminée vers le haut. Voilà, donc ces nids de surface qui sont entièrement construits par la femelle. Ici, ces nids de cette abeille maçonne, Megachile parietina, dont on va reparler, qui font des nids minéraux mélangés avec de la salive. D'une fois que le nid a pris, c'est extrêmement dur. Donc, il faut vraiment un burin et un marteau si vous voulez déloger ces nids. C'est très, très dur. C'est en fait une sécrétion mandibulaire qui va durcir au contact de l'air et qui va former une sorte de polymère mieux que l'araldite. Donc, vraiment très, très solide, complètement imperméable à l'eau, qui peut rester de nombreuses années en place après, même s'il ne sera plus utilisé par cette espèce. Voilà, puis après, ben, je vous ai dit, il y a une grande proportion d'abeilles qui sont des abeilles coucou. C'est des abeilles qui, morphologiquement, sont souvent très particulières, avec des couleurs un petit peu de guêpe. Là, ici, une nomada, c'est une espèce qui attaque cette andrène. Vous voyez que un peu au milieu vers le haut, on voit une petite patte jaune, c'est Andrena vaga, que je vous ai montré avant, qui rentre dans son trou. Et puis, ces abeilles coucou qui ressemblent à des guêpes, c'est bien des abeilles, elles attendent à côté de l'entrée du nid. Et puis, quand la femelle est éloignée, elle va cacher son nid, son œuf dans le nid, vraiment à la manière de l'oiseau coucou. Et puis, à l'instar du coucou, eh bien, la larve, c'est pas des poussins, hein, c'est des larves, elle va éjecter la larve de l'hôte, puisque à l'intérieur d'une cellule, ben, il y a juste assez de pollen pour un seul. On ne peut pas être deux à l'intérieur d'une cellule. Donc en fait, la larve du coucou, elle a des mandibules très très pointues, et puis elle va détruire la larve de l'hôte, à l'instar du coucou qui souvent va éjecter le poussin pour avoir suffisamment de nourriture. Voilà, donc je vous disais, au niveau morphologique, ces abeilles coucou, elles sont souvent très particulières, magnifiques, elles sont moins poilues, elles n'ont pas besoin de chercher du pollen et du nectar. Du nectar, oui, mais pas du pollen. Et puis, elles n'ont pas besoin de le ramener dans le nid. Et puis, souvent, elles sont armées avec un intégumen très épais parce qu'elles sont attaquées, dans certains cas, par les hôtes, forcément. Voilà, et puis elles n'ont pas de nid. Le coucou niche ni haut ni bas, mais dans le nid des autres. Donc, elles n'ont pas de nid. Donc, souvent, à la tombée de la nuit, on les voit accrochées par leurs mandibules sur des tiges et des brins d'herbe, puisqu'elles vont passer la nuit forcément à l'extérieur du nid, qu'elles n'ont pas.
Voilà, quelques mots encore pour clore cet aspect de la nidification. Je vous ai dit que toutes les abeilles sauvages n'étaient pas solitaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend exactement par la socialité? Comment est-ce que ça fonctionne chez les abeilles? C'est résumé sur cette slide. Donc, le socialité, ça, c'est pas propre aux abeilles. On la retrouve chez d'autres groupes d'hyménoptères, des guêpes, certaines fourmis. Pardon, toutes les fourmis, certaines guêpes, les termites également, qui ne sont pas chez les hyménoptères, c'est lorsqu'on a des castes, donc des groupes au sein de la colonie qui sont morphologiquement distincts et qui présentent une division du travail, c'est-à-dire qu'il y a certains groupes qui vont ne pas se reproduire, mais aider les reines ou la reine et coopérer au sein de la colonie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe également chez les abeilles sauvages, pas toutes, un petit 30% ou 20% des abeilles sauvages qui sont eusociales. Euh, les, la, la grande différence, en fait, c'est au niveau de l'initiation de la colonie. L'abeille mellifère que vous voyez à droite, elle ne peut pas initier une colonie seule, vous le savez très bien. Alors que toutes les abeilles sauvages sociales, en tout cas chez nous, peuvent initier une colonie seule. Et au début, le mode de développement de la colonie est parfaitement solitaire. Donc, c'est une femelle qui a des glandes à cire, pour les bourdons en tout cas, qui peut récolter du pollen. Donc, il y a des structures pour récolter le pollen qui va sortir du nid, qui va faire les premières cellules. Et c'est au moment de l'apparition des premières ouvrières que la reine devient véritablement une reine. Les colonies sont de courte durée, en général inférieures à 1 an. Il y a quelques exceptions chez nous, mais elles sont un tout petit peu anecdotiques. Les bourdons, c'est toujours inférieur à 1 année. Et ce qui fait qu'il n'y a pas d'hivernage au niveau des individus, c'est de la reine qui hiverne, la nouvelle reine fécondée, chez les bourdons en tout cas. Et donc, il n'y a pas de production de miel, qui est, en termes évolutifs, une réserve de nourriture pour l'hiver principalement, même si le miel est utilisé également hors de l'hiver. Et puis au niveau de la taille de colonie, eh bien, on ne dépasse jamais quelques centaines, c'est déjà énorme, donc 300 à 400, c'est vraiment les records absolus pour le bourdon terrestre, par exemple, alors que pour les abeilles mellifères ou l'abeille mellifère, on n'a peut-être pas en conditions sauvages, mais sinon on a fréquemment des ruches qui atteignent les dizaines de milliers, les milliers, voire les dizaines de milliers d'ouvrières au plus fort de la saison. Voilà, alors quelques exemples. Eh bien, tous les bourdons sont eusociaux, à l'exception de certaines espèces qui sont des parasites sociaux. Donc des bourdons parasites qui vont faire un petit coup d'état dans la colonie, remplacer la reine, en quelques guillemets. Parfois, il y a une coexistence, parfois la reine est expulsée, et puis ensuite utiliser la colonie, y compris les ouvrières, pour se reproduire. Mais sinon, les autres bourdons sont tous eusociaux, avec cette socialité primitive où, eh bien là, contrairement aux abeilles sauvages qui n'ont pas ce comportement social, eh bien, les larves sont nourries dans la majorité des cas. Et vous voyez ici eh bien, l'intérieur d'une colonie avec ces cellules qui sont faites de cire également, une cire moins pure, moins propre que l'abeille mellifère, mais une cire quand même pour les bourdons. Et puis ces larves qui sont, chez certaines espèces en tout cas, en groupe avec et nourries progressivement par les ouvrières. Voilà, et puis sinon, ben, on a un mode de vie qui est semblable, un peu plus simple, au niveau des genres Halictus et Lasioglossum. C'est des espèces qui sont également eusociales, avec également une socialité primitive, des ouvrières également, avec un peu plus de flexibilité, des colonies où parfois les ouvrières peuvent se reproduire. On n'a pas 100% des ouvrières qui ne sont pas fécondées et qui ne peuvent pas se reproduire. On a un continuum en fait. C'est vraiment le groupe par excellence. On a beaucoup étudié l'origine, le maintien de la socialité. C'est ce groupe des Halictidés, parce qu'on a justement ce continuum entre des espèces hautement sociales, des espèces un tout petit peu entre deux, des espèces carrément polymorphiques qui peuvent être solitaires à haute altitude ou aux latitudes plus hautes et eusociales à basse altitude quand la saison est suffisamment longue. Donc on a vraiment une flexibilité. Puis quand on a fait toutes ces études sur la socialité des halictes et des lasoglossums, on s'est rendu compte que le socialité, ce n'était pas du tout un sommet dans l'évolution, mais qu'il y avait des retours en arrière, en tout cas chez ces abeilles. On n'a pas de retour en arrière chez les abeilles mellifères et chez les abeilles sandares parce que justement la reine ne peut plus se développer de manière solitaire.
Voilà, la thématique suivante qui va être très importante pour la conservation, c'est de comprendre les relations entre les abeilles et les fleurs. Alors, il y a plein de relations différentes. Je dirais qu'il y a 600 relations différentes, puisqu'on a 600 espèces d'abeilles. Chaque abeille a des relations très, très étroites avec des fleurs. Certaines sont généralistes, certaines sont hyper spécialisées. Certaines collectent de l'huile, comme celle d'en bas à droite, qui va faire ses cellules uniquement avec du pollen et de l'huile, pas de nectar, sur les lysimaques, qui d'ailleurs ne produisent pas de nectar. À gauche, ben, on a un cas d'utilisation des abeilles par les fleurs, un ophrys qui est pollinisé par des mâles, dans ce qu'on appelle la pseudocopulation. Donc les relations entre les plantes et les fleurs et les abeilles sont hautement complexes. C'est vraiment un petit terrain de jeu pour les biologistes de l'évolution, parce qu'on a toutes sortes de relations différentes. Alors déjà, peut-être comme introduction, on a cette vision très idéalisée, hein, des relations entre les fleurs et les abeilles. Les abeilles sont des pollinisatrices, d'accord, mais il y a d'autres pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. Et puis surtout, quand on regarde les relations évolutives, on voit que ce n'est pas si simple, ce n'est pas purement mutualiste. Les abeilles, comme c'est bien illustré sur cette dia, enlèvent des quantités phénoménales de pollen des fleurs. Dans certains cas, ça peut réduire le taux de pollinisation des fleurs, parce que cette fleur qui est complètement vidée de son pollen, eh bien, lorsque d'autres visiteurs vont venir après, elle aura moins de pollen à présenter. Certaines espèces sont hyper efficaces, vont enlever 99% du pollen très très rapidement, ne vont attaquer les fleurs uniquement quand elles sont dans la phase mâle et vont éviter les fleurs qui sont dans la phase femelle réceptive. Donc on a une relation qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut penser. Alors oui, les abeilles sont pollinisatrices, mais souvent, la relation n'est pas si simple. On a cet exemple ici de la sauge. Vous connaissez certainement le petit principe du balancier où la sauge, elle va placer le pollen. Vous voyez ces petits grains de pollen sur le dos. Le seul endroit du corps de l'abeille où l'abeille n'arrive pas à les enlever, sur le dos de l'abeille. Et c'est lorsque l'abeille va chercher le nectar que le balancier s'active. Et cette abeille-là est en train de chercher du nectar. Le nectar, c'est la récompense légitime des fleurs. Alors que le pollen, eh bien, la plante va essayer de le protéger. Et après, il y a plein d'espèces qui ont développé des techniques pour quand même voler le pollen de la sauge, par exemple en ayant directement attaqué les anthères. Et dans ce cas-là, elles ne vont pas polliniser la plante. Donc on voit qu'on a une relation qui est fortement complexe. Je le dis peut-être pas en lien avec la conservation, mais beaucoup plus simplement pour souligner que la richesse de la biologie et de ces interactions entre fleurs et abeilles. Maintenant, plus de retour sur la conservation, un aspect extrêmement important, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle l'oligolectisme ou la spécialisation, mais on n'utilise pas trop le terme de spécialisation, c'est plutôt la spécialisation, c'est plutôt la chenille qui va manger un seul type de plante. Oligolectisme, ça fait référence à cette collecte. Donc, c'est vraiment pas seulement l'herbivorie, mais c'est aussi la collecte du pollen. Et des environ 500 espèces qu'on connaît en Europe centrale, eh bien, on a près de 50% qui sont spécialisés, un peu moins, 40%, avec 36% qui sont spécialisés au niveau de la famille de plantes. Donc, par exemple, les campanulacées, les fabacées, hein, les légumineuses, les astéracées, ou les dipsacacées, gnosis qu'on voit en bas à droite. Et puis, on a 10% qui sont encore plus spécialisés, qui récoltent le pollen seulement sur un genre de plante. C'est le cas, par exemple, de cette espèce en bas à gauche, qui est que sur le genre Ranunculus, les renoncules, qui commencent à fleurir maintenant. Donc là, on a vraiment une spécialisation qui est encore plus forte que le niveau de la famille. Et puis le deuxième aspect qui est hyper important, puis là, ça va être le message principal que je vais faire passer ce soir, donc je vais le répéter plusieurs fois, évidemment. Euh, il y a l'aspect de la diversité, il y a l'aspect de ces spécialisations, mais il y a un aspect qu'on ignore souvent, qui est valable aussi pour l'abeille mellifère, c'est cet aspect quantitatif. Et des chercheurs ont fait cette expérience. Vous vous rappelez de ce petit pain de pollen à gauche, pollen et nectar, on peut le prendre, on peut le dissoudre dans de l'eau, puis après on peut utiliser ce qui s'appelle un hémocytomètre, c'est un appareil qui sert à compter les globules rouges, mais on peut l'utiliser pour compter les grains de pollen. On peut faire des dilutions, puis on peut se dire ben, combien de millions de grains de pollen il y a là-dedans. Le chiffre n'est pas très intéressant. Maintenant, on peut faire la même chose avec la plante hôte qui a servi à remplir cette cellule. Et si on se focalise sur les espèces spécialisées, on peut savoir exactement quelle est la source de pollen. On peut aller voir ces plantes, on peut leur couper les anthères, les étamines,
On peut les mettre dans une solution, on peut même les sécher pour que tout le pollen sorte, et puis on peut compter combien de grains de pollen il y a dans une fleur. Et puis on peut faire la comparaison, combien de fleurs sont nécessaires pour produire une seule cellule, un seul individu d'abeille. Et là, un petit exemple avec cette abeille noire dont je vous ai parlé avant, celle qui fait ses nids très très durs, hein, l'araldite, souvenez-vous. Cette abeille est quasiment spécialisée sur une fleur qui est bien connue aussi des apiculteurs, le sainfoin ou l'esparcette, qui était autrefois beaucoup plus abondante quand on n'utilisait pas de fertilisation minérale, parce que c'est une plante qui va fixer l'azote de l'atmosphère. Eh bien, on compte que pour une seule larve de cette abeille menacée en Europe centrale, il faut 1140 fleurs de pollen. Et quand je dis fleurs, ce n'est pas tout ce que vous voyez en bas à droite, c'est uniquement une petite fleur individuelle. C'est ça qu'en termes botaniques, c'est ça une fleur. Donc il faut environ 4 plantes entières pour une seule larve. Et après, si on fait un petit calcul, pour une population, donc minimum, hein, il faut au moins 50 femelles qui vont chacune construire environ 10 cellules à couvain, ben, il faut tout le pollen d'au moins 2000 plantes, simplement pour une espèce. Et puis quand vous allez à côté d'un champ d'esparcette, ça bourdonne. Il y a des bourdons, il y a des abeilles sauvages, il y a beaucoup d'abeilles mellifères également. Donc il faut nourrir tout le monde. Donc en fait, vous voyez la quantité de fleurs qu'il faut pour produire une seule abeille. C'est absolument gigantesque. Et là, ben, cette espèce, elle a connu un énorme déclin en Europe centrale. En Suisse, elle a fortement décliné. Elle était même présente jusqu'à Paris, dans la moitié nord de la France. Elle est complètement absente de ces régions maintenant. On la trouve plus qu'au sud et dans quelques régions alpines. Elle est très très rare au nord de la Suisse. Alors qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des témoignages qui disaient que c'était une peste, cette abeille, une espèce quasiment ravageur parce qu'elle produisait des dommages sur les anciens bâtiments. Elle construisait tellement de cellules, tellement de milliers de cellules qui étaient très difficiles à enlever, qu'en fait, eh bien, ça détruisait ou ça gâchait les façades. Donc, ça peut vous donner une image des tailles de population qu'on avait. Alors maintenant, vous pouvez bien voyager jusqu'à trouver peut-être un nid, et on est bien loin de l'aspect dommage que cette abeille peut faire au bâtiment. Donc, quand on sait le nombre de plants d'esparcette dont elle a besoin, quand on sait qu'avant l'engrais minéral, eh bien, l'agriculture d'Europe centrale ressemblait à ça, c'est-à-dire des champs où on favorisait l'esparcette parce que ça fixait l'azote, et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, d'aller à proximité d'un champ d'esparcette, la première chose qu'on voit, on ne le voit pas, mais on l'entend, c'est le bourdonnement. C'est un paradis de pollinisateurs, tout pollinisateur confondu. C'est une plante qui est exclusivement pollinisée par les abeilles, qui est extrêmement attractive, qui produit beaucoup de pollen et de nectar, et qui est une plante très importante pour les abeilles sauvages comme pour l'abeille mellifère. Voilà, et un autre aspect important au niveau des plantes, c'est la distribution temporelle de ces ressources. On a des abeilles qui sont actives dès maintenant, et la dernière abeille qu'on a chez nous, c'est l'abeille du lierre, Coletta cedere, que vous voyez tout à droite, et elle commence son cycle mi-septembre. Forcément, c'est la floraison du lierre, qui est aussi une plante très importante pour les abeilles mellifères forestières. Donc voilà, on a cet étalonnage ou cet étalement des plantes hôtes qui est nécessaire. Et puis les bourdons, les espèces sociales, ont des besoins continus du mois de mars jusqu'au mois de septembre environ pour la création des colonies. Voilà, maintenant, on parle d'abeilles et de fleurs. Parlons un tout petit peu de pollinisation, mais assez rapidement. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais simplement pour comprendre un tout petit peu. On parle d'une crise des pollinisateurs, on parle d'un déclin des abeilles. De quoi parle-t-on exactement et qu'est-ce qui nous attend quelque part? Il y a cet article qui a été publié en 2013, ça fait déjà un moment, qui était vraiment un pavé dans la mare, qui donne des arguments absolument incroyables lorsque vous cherchez des arguments pour la biodiversité. On a suivi dans cet article 40 cultures sur 600 sites au niveau mondial. Et puis sur ces 40 cultures, on a mis des petits sacs autour des fleurs. On a empêché les abeilles d'aller sur des fleurs. Puis après, on a pris des fleurs qui n'étaient pas emballées. Et d'une fois qu'une abeille venait, bah après, on l'a emballée. On a noté quelle abeille c'était ou quel insecte c'était. Et puis après, on a attendu que ça produise une graine ou un fruit. Et puis, on a mesuré combien de fruits étaient présents. On a fait des comparaisons avec celles qui étaient entièrement emballées. Le résultat qui était absolument incroyable, c'est que même lorsque les abeilles mellifères sont très abondantes, eh bien, on n'a pas de relation entre l'abondance des abeilles mellifères
et la production de fruits ou de graines. Par contre, dans toutes les cultures, on a une relation significative, statistiquement, entre l'abondance des pollinisateurs sauvages et la production de graines et de fruits. Donc, c'est vraiment un exemple très parlant des services écosystémiques de la biodiversité. Donc, on a besoin de pollinisateurs naturels en plus de l'abeille mellifère pour la production de graines et de fruits. Alors maintenant, on peut se poser la question, alors, c'est du pain béni pour les gens qui font de la conservation comme moi. Est-ce que l'argument de la pollinisation, en tout cas des cultures, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'il est suffisant pour protéger et conserver les pollinisateurs naturels? On pourrait l'espérer. Il y a un article qui s'est penché sur la question. Alors, je vous ai traduit l'article puisqu'il est en anglais, hein. La pollinisation des cultures n'est pas un argument suffisant. Et pourquoi? En fait, si on regarde sur les cultures, on peut regarder dans tous les milieux cultivés, mais on peut regarder aussi dans des milieux où il y a une certaine proportion d'habitat naturel. Et vous voyez ici dans ce graphe, si on va vers la droite, on a plus de proportion d'habitat naturel. Les espèces dominantes qui vont faire le travail de pollinisation dans les cultures, en fait, elles sont présentes partout, dans les milieux artificiels, dans les milieux naturels. Les autres espèces, dont les espèces menacées, elles vont être beaucoup plus présentes dans les habitats naturels. Mais les espèces qui vont jouer le rôle de pollinisateurs dans les cultures, même si c'est des espèces sauvages, ce sont des espèces qui sont généralement banales. Et ça, c'est une raison très très simple au niveau fonctionnel. Les espèces rares, en général, elles ne jouent pas de grand rôle dans les écosystèmes. Ça peut être le cas des prédateurs, où les espèces rares jouent un grand rôle, mais au niveau de la pollinisation, c'est les espèces abondantes, les espèces communes, qui font le 99% du travail. Une autre façon de voir les choses, j'ai tiré ça de la banque de données. Donc ça, c'est vraiment mon travail sur les banques de données. Vous avez à gauche un graphe que je vais vous montrer dans un moment. C'est la proportion des espèces menacées en Suisse. C'est la catégorisation de toutes les espèces, les 600 espèces. Donc 45%, c'est 45% des espèces. Et à droite, c'est les 200 000 dernières occurrences, donc les entrées dans la base de données d'observation d'abeilles en Suisse, toutes régions confondues. Et vous voyez que les espèces menacées, elles font que 7% de toutes les observations d'abeilles en Suisse. Ce n'est pas du tout une surprise. Les espèces menacées sont souvent rares, sont en général rares, sinon elles ne seraient pas menacées. Et les espèces menacées sont rares. Et donc, au niveau fonctionnel, au niveau de la pollinisation, elles ne contribuent que très peu à la pollinisation. On pourrait se débarrasser de toutes les espèces menacées, on ne verrait pas la différence dans la pollinisation des cultures. Donc, il faut faire attention avec cet argument parce qu'il peut se retourner contre nous. La pollinisation n'est pas un bon argument pour maintenir les espèces. Voilà, alors maintenant on passe vraiment à la partie conservation et je vous présente, alors je vais passer là-dessus, c'est une première étude qui avait montré le déclin particulièrement fort des abeilles à gauche. Là vous voyez du rouge, c'est qu'il y a eu un déclin par rapport à d'autres groupes de pollinisateurs. Ici vous avez les mouches syrphides. Et c'est quelque chose qu'on voit également en Suisse. Alors je vous présente rapidement la liste rouge des abeilles de Suisse qui a été publiée il y a maintenant à peu près 2 ans avec les résultats. Qu'on a pu mettre en évidence. Vous avez ici la catégorie d'espèces qui... il y a quelqu'un qui fait des petites croix sur mon écran, c'est intéressant. Euh, le, vous avez ici la catégorie des 615 espèces qu'on a évaluées. Et vous voyez en haut à droite le petit gâteau que je vous ai montré avant. Avec la proportion des espèces. Et le message principal, c'est que près de 10% des espèces en Suisse sont éteintes. Donc quand je vous dis qu'il y a 632 espèces en Suisse, ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a 60 à peu près qui sont éteintes. Donc en fait, il y en a déjà plus qu'à la base 560 qui sont encore présentes en Suisse. Et cette proportion, elle est beaucoup plus importante que d'autres groupes d'organismes. C'est beaucoup plus que les papillons, que les libellules, que les amphibiens. On parle tout le temps du grand recul des amphibiens. La proportion d'espèces menacées, elle est beaucoup plus importante pour les abeilles que pour les amphibiens. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être essayer de sortir de ma présentation. Et puis, juste pour enlever, voilà. Et je vais repartager. Enlever ces petits traits verts qui me dérangent un tout petit peu au niveau de la concentration. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette très grande proportion d'abeilles menacées? Eh bien, la première chose, c'est que beaucoup d'espèces sont liées à des milieux rudéraux et des milieux sableux qu'on trouvait par exemple aux alentours des rivières non canalisées, des milieux qui ont disparu. Donc, c'est vrai que ça, c'est des milieux qui ont disparu de manière plus importante que d'autres milieux.
Et c'est une explication pour cette très forte proportion. L'autre explication, elle vient de la biologie. Rappelez-vous, c'est Central Place Forager, des organismes à ravitaillement centralisé. La plupart des espèces nécessitent deux habitats. Un habitat où elles vont nicher, une cavité dans les arbres pour les abeilles mellifères, et un habitat où elles vont trouver de la nourriture. Et en fait, là, on a un petit peu avec les abeilles le même cas de figure que les chauves-souris, où elles ont des gîtes et des terrains de chasse. Certains oiseaux aussi, mais la plupart des autres organismes ont besoin d'un unique habitat. Alors parfois, il y a des habitats d'hivernage, etc. Mais au niveau des insectes, ça, c'est assez unique d'avoir ces deux habitats partiels. Si on regarde un tout petit peu dans cette liste rouge, on a fait des analyses par guilde. C'est des analyses qui sont très simples. On prend les abeilles par groupe, celles qui nichent dans le sol, celles qui nichent pas dans le sol, celles qui sont spécialisées, puis on regarde un tout petit peu où on a une proportion trop haute. La proportion d'abeilles menacées, c'est 45%, c'est ce trait rouge que j'ai indiqué là. Et partout où vous voyez que le rouge dépasse fortement ce trait rouge dans le diagramme en colonne, eh bien, on a des guildes qui sont particulièrement menacées ou proportionnellement plus menacées. C'est le cas des abeilles qui nichent dans le sol par rapport aux abeilles qui vont accepter les hôtels ou qui sont dans les cavités. C'est le cas des espèces spécialisées qui sont proportionnellement plus menacées que les espèces généralistes. Et c'est le cas des espèces qui volent en été, qu'elles soient ce qu'on appelle bivoltines, c'est-à-dire les espèces qui ont deux générations, ou les espèces qui sont vraiment estivales. Ces espèces-là sont plus menacées et on voit effectivement que les ressources florales se font plus rares en été qu'au printemps, en tout cas dans le changement des paysages. Voilà, alors le facteur du déclin, les ressources. Les ressources, les ressources et les ressources. Les ressources dont j'ai parlé avant, ça c'est le gros facteur de déclin. C'est vraiment cette disparition à la fois des ressources de nid et des ressources florales qui vont faire que les abeilles déclinent. Rappelez-vous, la spécialisation et l'énorme quantité de fleurs, ça c'est certainement la menace principale. C'est la disparition des fleurs dans nos paysages, que ce soit nos paysages cultivés, que ce soit les forêts également, qui pendant longtemps, ça revient un tout petit peu, mais qui pendant longtemps étaient un tout petit peu des sylvicultures très pauvres en espèces. Dans tous les milieux, on a eu une grosse disparition des fleurs, et c'est ce qui impacte énormément les abeilles. Donc on a besoin de diversité, on a besoin d'abondance, et on a besoin de continuité, rappelez-vous. Après, il y a la disparition des microstructures. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait depuis qu'on a gagné du territoire sur les zones inondables, les zones marécageuses, même dans les pâturages. Hein, il y a un avantage économique à avoir des pâturages où on enlève les microstructures. Donc après, on peut faire une prairie temporaire, on peut contrôler les espèces qu'on va ensemencer. Et ça, ça enlève non seulement une diversité florale, mais aussi ses structures. Et une dernière chose, c'est quand on a des habitats partiels, pensez aux chauves-souris, les abeilles, c'est la même chose, hein, c'est des pendulaires. Dans un paysage fragmenté, simplement par chance, par un effet de tirage, on risque d'augmenter la distance entre les nids et les ressources. Et si on augmente un tout petit peu cette distance, on voit cette étude expérimentale où on augmente uniquement de 150 mètres les distances entre le nid et les fleurs, 150 mètres, ce n'est pas énorme, eh bien on a près de 80% ou 70% de diminution dans la reproduction de l'abeille. C'est gigantesque. 100 mètres de plus, on a 80% de reproduction en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie perdue pour les déplacements, il y a de la prédation lors des déplacements. On a des cellules à couvain qui sont plus petites à cause de cette énergie perdue. Et puis, on a un taux de parasitisme plus élevé parce que la cellule reste ouverte, non gardée par l'abeille, beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est absolument gigantesque et ça se passe dans nos paysages. Alors, une autre menace qu'il faut mentionner, hein, qui passe peut-être au deuxième plan, mais les ressources sont limitées, en tout cas les ressources florales, et on a une compétition avec les abeilles mellifères. Alors, c'est un sujet controversé, on me pose souvent la question, mais il y a une compétition, il n'y a pas de compétition. La réponse est bien sûr qu'il y a une compétition. La question, c'est quelle est la proportion ou quelle est l'importance de cette compétition. Mais si vous mettez une chèvre et un mouton sur le même pré, c'est évident qu'il y aura une compétition. Les abeilles mellifères vont sur énormément de fleurs, on a des densités qui sont très grandes, et clairement, il y a une compétition. Cette compétition, elle a été démontrée. Ici, on a une expérience, enfin une étude plus observationnelle qui montre que la densité des colonies d'abeilles mellifères en Espagne ou dans le bassin méditerranéen a fortement augmenté de 1960 à 2017, et c'est une échelle logarithmique, donc cette augmentation elle est considérable.
Et puis, dans les transects qui ont été faits de manière aléatoire, on voit que la proportion des abeilles sauvages a diminué en conséquence. Et donc là, on a un patron qui est très, très clair. Il y a une autre étude qui a été faite en France qui a été extrêmement bien pensée et qui est très bien faite, où on a, de manière expérimentale, placé des ruchers dans des endroits où on avait des abeilles sauvages, et puis on a mesuré l'emprise, l'effet des ruchers sur la reproduction des abeilles sauvages. Et puis, dans un rayon de 800 mètres autour des ruchers, ben, on a 60% de plus d'abeilles mellifères, c'est normal, et on a 60% de moins d'abeilles sauvages. Parce que les abeilles sauvages, elles vont préférer les fleurs qui n'ont pas été visitées par les abeilles mellifères qui commencent très tôt le matin. On a une taille moyenne des abeilles sauvages qui descend de 10%. Et puis, on a un succès d'approvisionnement en nectar des abeilles sauvages qui chute de moitié. Et ça, c'est purement expérimental, donc ça a été démontré. Même les abeilles domestiques trouvent moins de nectar, c'est ce qui est indiqué ici. Et puis, le taux d'approvisionnement en pollen des abeilles domestiques chute également. Donc, on voit vraiment qu'on a cet effet très fort des ruchers sur cette zone d'emprise qui va jusqu'à 800 mètres autour des ruchers. Et bien là, on a de nouveau ça au niveau graphique, cette zone d'emprise autour des ruchers qui fait que la reproduction et l'abondance des abeilles sauvages diminuent. Alors voilà, ici, c'est un petit projet qu'on avait fait avec la FRI au Jura, et je leur ai demandé, ah ben, vous avez cartographié tous les ruchers du Jura, ça m'intéresse. Mettons-les sur une carte et puis regardons une zone d'emprise minimale. Là, c'est que 500 mètres, donc on a la moitié de la zone d'emprise qui était mentionnée avant dans l'article, et vous voyez que une grande partie du territoire est sous l'emprise de ces ruchers. Donc, dans tout ce qui est jaune là, on aura 40% de moins de reproduction des abeilles mellifères en moyenne, des abeilles sauvages en moyenne. Voilà, et puis la Suisse est un pays qui a une densité particulièrement importante, surtout sur le plateau suisse, avec des densités qui dépassent nettement les 2, 3, 4, parfois 8 ruches par kilomètre carré. Voilà, donc comment présenter la chose dans un paysage idéal où vous avez les petits points rouges qui représenteraient symboliquement des ressources florales. Si on a beaucoup de ressources florales un peu partout, des ruches qui sont réparties un peu partout, ben, je pense que l'impact est vraiment extrêmement minime. Le gros problème, c'est qu'on a actuellement une perte de diversité florale un peu partout. On a une intensification de l'agriculture, de la sylviculture, qui fait que les zones les plus fleuries, ben oui, c'est les réserves naturelles, très souvent, parce qu'on agit justement pour renforcer la floraison dans les réserves naturelles. Alors forcément, ben, si j'étais apiculteur, moi j'irais aussi mettre mes ruches dans les réserves naturelles, mais ça pose un problème lorsqu'on a une telle distribution des ressources florales. Et alors, si on ajoute en plus ben, des prédateurs, on a des nouveaux prédateurs hein, chez nous, les frelons asiatiques. Si on ajoute en plus des cultures qui sont peut-être pas favorables, soit parce qu'elles ne fleurissent pas, soit parce qu'on a des intrants, des pesticides, ben, on se retrouve avec un écosystème qui devient très peu hospitalier pour les abeilles sauvages, et c'est ce qu'on a dans les zones les plus intensives de notre région. Alors moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est pas de diminuer les ruches, mais c'est de travailler vraiment ensemble pour massivement augmenter la floraison. Et ça marche. Voilà, alors maintenant, dernière petite partie assez courte, parce que je vois que le temps avance. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la conservation? Je vous dis, c'est plus ce qui fait au niveau étatique, institutionnel. Je pense que la chose dont je suis le plus fier, c'est qu'on a une liste rouge. Une liste rouge, bon, c'est une liste des espèces menacées, c'est simplement un gros fichier Excel. Mais au niveau juridique, ça change complètement la donne. Avoir une liste rouge, ça veut dire que les abeilles rentrent dans les programmes de conservation. Et beaucoup plus important, elles deviennent des espèces prioritaires. Et on a en Suisse, comme dans beaucoup d'autres pays, on n'a pas seulement une liste rouge qui est importante au niveau juridique, qui peut donner une protection aux habitats, mais surtout la liste rouge va être la base d'une liste des espèces prioritaires. Et il y a des financements pour des mesures de conservation pour les espèces prioritaires. Et depuis l'année passée, les abeilles figurent dans cette liste des espèces prioritaires. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Je vais passer assez vite, vous pourrez revenir si vous voulez sur le détail. En fait, on prend 3 types de mesures pour les espèces prioritaires. Des mesures spécifiques, ce qu'on va appeler des plans d'action, qui sont focalisés généralement sur une espèce ou une petite guilde d'espèces. Des mesures habitat, alors protection de l'habitat, mais aussi revitalisation de l'habitat, qui ne sont pas focalisées sur une espèce, mais qui sont focalisées sur certains types d'habitats.
les forêts claires, les bas marais, les hauts marais, les prairies sèches. Et puis ensuite, on a des mesures qui sont beaucoup plus générales sur l'ensemble du paysage, pas limitées à ce qu'on appelle l'infrastructure écologique, mais qui vont concerner les talus de route, les bords de champs, les zones urbaines, les forêts, et qui vont aussi agir pour ces espèces prioritaires. Donc ça, c'est le cadre un tout petit peu institutionnel et politique. Et maintenant, quelques exemples pour les abeilles. En fait, c'est très facile de conserver les abeilles, en tout cas au niveau théorique. Il suffit, comme on dit en Suisse, de faire du chenil. C'est-à-dire qu'il faut couper l'homogénéité, puis il faut créer une hétérogénéité de milieu. Et en fait, c'est intéressant parce que la littérature scientifique, on dit souvent, ah, il faut faire plus de recherches pour savoir ce qu'il faut faire. Non, on a essayé dans tous les milieux et ça marche. Dans les milieux forestiers, si on a plus de diversité, vous voyez ici, on a plus d'espèces d'abeilles sauvages et également aussi de colonies d'abeilles mellifères, j'en suis sûr. En fait, si on crée des étangs pour les amphibiens, eh bien, ça favorise les abeilles. Ça va créer une diversité d'habitats. Si on fait une bande autour des champs, une bande fleurie, une haie, eh ben, ça va favoriser les abeilles. Un talus de rouge qui n'est pas fauché trop tôt et qui fleurit, ça va favoriser les abeilles sauvages. Et on parle là de dizaines et de dizaines d'hectares en Suisse qui sont concernés par ces talus. La zone urbaine, plutôt que des gazons et des tuyas, faisons des structures riches en fleurs et en structures, et ça fonctionne. En plus, ça va demander beaucoup moins d'entretien que le gazon et le tuyas. Et bien sûr, c'est plus beau. Dernier exemple, on a une loi en Suisse qui demande de revitaliser les rivières. On en a pour 80 ans hein, à ce rythme-là. On a beaucoup d'avenir devant nous pour revitaliser les rivières. On a fait un petit test avec un doctorant de notre groupe de recherche pour voir quel impact ça avait sur les abeilles sauvages. Et grosse surprise, eh bien, on a à peu près le triple d'abeilles dans les zones revitalisées que les zones non revitalisées. Et ce n'est pas une surprise. On crée de l'hétérogénéité, on crée des petits bancs de sable, on crée des fleurs, et cela va profiter aux espèces. Donc en fait, on sait ce qu'il faut faire. De manière générale, il faut créer plus de ressources. Et pour créer plus de ressources, on va créer plus d'hétérogénéité, des petits décrochements, du bois mort, des fleurs. Après, il y a certaines espèces qui ne vont pas être favorisées suffisamment par ces mesures générales ou ces mesures habitat. Et c'était la première catégorie, c'est les espèces qui ont besoin d'actions spécifiques. Un exemple, c'est cette espèce dont j'ai beaucoup parlé. Rappelez-vous, elle a besoin de 1000 fleurs de l'esparcette pour faire une seule cellule. Pas étonnant qu'elle ait complètement disparu de nos zones, en tout cas à basse altitude. Et puis, il y a des plans d'action. On peut favoriser la plante relativement facilement. Alors, c'est controversé parce qu'en fait, c'est une plante qui est venue avec l'agriculture, qui n'était probablement pas présente il y a 1000 ans en Europe centrale. Les botanistes, parfois, ils sont un peu sceptiques, en tout cas dans les zones naturelles, mais dans les gravières, dans les bords de route, c'est une plante qui est extrêmement efficace. On peut également créer des structures pour qu'elle puisse nicher. Autre exemple, cette espèce dont vous avez ici, alors il faut bien voir, hein, ce petit point rouge sur le mont du Vuy, c'est toute la distribution d'Europe centrale de cette espèce. Les populations les plus proches sont en Hollande et au sud de la France. Il n'y en a pas du tout ailleurs en Europe centrale. Elle a besoin de falaises de molasse et de réséda. Voilà, elle est compliquée, hein, cette abeille. Elle va créer des petits nids dans les falaises de molasse. Et là, clairement, les mesures générales ne vont pas suffire. C'est une espèce qui est trop localisée. Il faut une protection des sites de nidification. Et puis, il faut favoriser le réséda par des plantations, par des traitements ad hoc pour favoriser cette espèce dans les bords de vignes et dans les talus. Un autre exemple, une espèce qui va commencer à voler tout bientôt, qui est présente entre le triangle entre Payerne, Yverdon et Lausanne, dans les sous-bois, où on trouve une pulmonaire, une plante toute particulière, c'est une plante spécialisée là-dessus. Elle est extrêmement rare en Europe centrale, en tout cas l'abeille est très menacée en Suisse, et en fait il y a des programmes de conservation pour la pulmonaire. Elle a du bol quelque part, cette abeille. La pulmonaire est une espèce endémique de l'ouest de la Suisse. On a des programmes pour favoriser cette plante. L'abeille en profite également. Donc ça, c'est des plans d'action. On pourrait en faire beaucoup. Il n'y a pas toutes les espèces qui en ont besoin, mais il y a un bon tiers des espèces menacées qui auraient besoin de plans d'action spécifiques. Donc voilà, j'arrive à ma dernière slide. Peut-être s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler, c'est que c'est comme ça, hein, c'est 100 fleurs pour une abeille. Ça va dépendre de la fleur, ça va dépendre de la taille de l'abeille. Mais pour une abeille de la taille de l'abeille mellifère, je pense que c'est une bonne règle. Parce que l'abeille mellifère, même si les larves se nourrissent de sécrétions, les sécrétions, elles sont produites par des ouvrières qui vont consommer du pollen. Donc en fait, 100 fleurs pour une abeille, c'est également valable pour les abeilles mellifères. Si on veut des abeilles en bonne santé, qu'elles soient sauvages ou mellifères, il faut
énormément de fleurs. Les mesures sont connues. Il ne faut pas se cacher derrière l'argument qu'on entend parfois, on ne sait pas quoi faire exactement, on ne sait pas comment le faire. Non, on ne sait pas comment l'implémenter parce qu'il y a des tas de freins, l'utilisation du territoire, etc. Mais on sait exactement quoi faire. Il suffit de faire du chenil. Il faut arrêter le propre en ordre et dès qu'on crée une petite hétérogénéité de milieu, c'est aussi beau pour l'œil, hein. Si vous regardez cette rivière revitalisée, c'est pas vraiment avant-après, mais je peux vous dire que ça ressemblait beaucoup à ça, le site de droite avant revitalisation. On a triplé le nombre en termes d'abondance et de richesse des abeilles sauvages. On a aussi créé des zones utiles pour beaucoup d'autres raisons et qui vont servir en tout cas les abeilles sauvages. L'implémentation de ces mesures est parfois difficile, mais il y a des choses qui bougent. La revitalisation des rivières, c'est un aspect extrêmement positif qui se passe en ce moment et il faut aussi parfois arriver à le souligner. C'est quelque chose de bien qui est en train de se passer pour les abeilles. Voilà, sur ce, eh bien, j'ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et la discussion est ouverte. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions. Merci Christophe pour cette présentation incroyablement riche, euh, plus d'informations que de biodiversité malheureusement pour l'instant, mais en tout cas on a des pistes et c'est très intéressant de voir que le chenil, voilà, c'est ce qu'on va retenir en tout cas de cette conférence en premier, c'est qu'il faut un peu de désordre dans tout ça, on peut laisser aller les choses, laisser faire la nature. On dit aussi chez nous qu'au lieu de mettre une ruche supplémentaire, on peut planter un arbre. C'est quand même aussi pour aider à de nombreuses abeilles, de nombreuses espèces. C'est hyper important d'arrêter avec ces gazons verts, etc. Et donc, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut faire quelque chose. Je vais passer aux questions. Il y en aura quelques-unes, effectivement, puis certainement qu'il y en a d'autres vont arriver. La première question concerne les hôtels à insectes. Est-ce qu'il y a une règle pour l'implantation de ces fameux hôtels? Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'on entend par règle, hein. Est-ce que Où c'est est-ce qu'il faut les poser? Par exemple, je pense, moi j'ai déduit ça comme ça. Est-ce qu'il y a des endroits plus propices que d'autres? Alors, ouais, le message est relativement simple en fait. Un hôtel, c'est le gîte, et puis un hôtel sans restaurant, c'est pas terrible. Donc en fait, un hôtel, oui, mais il faut absolument agir également sur l'offre en ressources. Donc en fait, placer des hôtels, on peut les mettre absolument n'importe où. Il faut les mettre quelque part où il y a des fleurs, ou idéalement, il faut également augmenter l'offre en fleurs. Donc bon, c'est clair que si c'est un aspect plus pédagogique sur un balcon, parce que vous habitez sans jardin, hein, c'est le cas de beaucoup, vous n'allez pas faire une véritable bonne action pour la biodiversité. Il faut être franc, parce que c'est quelques espèces assez communes qui vont l'utiliser. Mais par contre, si ça se met dans un espace public ou dans un jardin, et qu'on agit de concert également pour le restaurant, pour les abeilles, là, ça peut avoir vraiment des conséquences importantes. Mais Bien. sinon, dans les règles, alors vraiment, toutes les possibilités sont ouvertes à partir du moment où il y a des fleurs. Quand on parle d'espèces férales, est-ce qu'on parle seulement de l'Apis mellifera? Autre question. Euh, alors, pour les abeilles, hum, il y a quelques cas d'introduction des bourdons. Vous savez que les bourdons terrestres, on les utilise pour la pollinisation dans les serres. Et Mhm. puis, maintenant, depuis quelques décennies, on est un peu sensible, hein. On ne va pas introduire des bourdons qui viennent du sud de la France, en Angleterre ou ailleurs. Mais par exemple, il y a un cas où, sur certaines îles, il y a une sous-espèce très particulière du bourdon terrestre. Et puis là, il y a des colonies férales du bourdon terrestre qui n'est pas indigène à cette île qui ont été introduites et qui posent des problèmes. Mais c'est vrai que sinon, alors, on parle beaucoup d'espèces invasives, hein, bon, le frelon asiatique évidemment, mais au niveau des abeilles sauvages, on a très peu d'espèces exotiques. On a une espèce, c'est Megachile sculpturalis, une grosse mégachile qui vient d'Asie. Elle n'est pas vraiment invasive. La différence, c'est qu'une espèce invasive est vraiment une espèce qui a un impact très négatif sur la biodiversité ou sur l'économie. Ce n'est pas le cas de cette abeille. Donc chez nous, non, c'est vraiment, il y a très peu d'abeilles exotiques ou d'abeilles férales en dehors de l'abeille mellifère. Parfait. Est-ce que les nids sont utilisés pour une deuxième, l'année suivante, sont réutilisés, pardon? Alors, ce qui est très fréquent, c'est les emplacements des nids qui sont réutilisés. Et c'est comme ça qu'on a ces grosses agrégations qui voient le jour, des espèces qui vont utiliser un petit endroit de sable. Elles vont faire une dizaine de descendants. Et puis ces 10 descendants, en tout cas les femelles, vont réutiliser le même site.
Ce qui fait qu'après 5-6 ans, on peut avoir des milliers et des milliers d'abeilles qui nichent au même endroit. Mais dans la plupart des cas, elles ne vont pas réutiliser les nids parce que les nids sont relativement temporaires, en tout cas ceux qui sont creusés dans le sol. Maintenant, il y a certaines espèces qui font des nids un peu plus durs où c'est réutilisé souvent par d'autres espèces. Mais les nids très durs, cette Chalicodoma de Megachile parietina, l'abeille noire, elles sont utilisées par d'autres espèces, mais elles ne sont pas réutilisées par cette espèce. C'est plutôt les emplacements qui sont réutilisés. Voilà. Concernant les tiges à moelle, elles peuvent être mises à disposition sans que la plante soit enracinée. Ça, c'est une question. Par exemple, disposées dans un hôtel à insectes. Oui, ça marche un petit peu moins bien, puis pas pour toutes. Il y a cette fameuse espèce qui va dans les tiges verticales. Là, il faut que les tiges soient verticales, puis certaines espèces, il faut qu'elles soient vertes. Donc, il faut vraiment qu'elles soient vivantes sur pied, puis c'est là qu'elles seront utilisées, puis qu'après qu'elles restent une année sur pied, qu'elles sèchent. Mais sinon, les petites cératines, là, oui, elles utilisent des tiges qu'on peut placer dans les hôtels à insectes. On a un succès assez moyen, en fait. C'est intéressant que les bambous sont très attractifs, ces espèces qui ont l'habitude de chercher ces structures. Les espèces qui nichent dans la moelle, on aura beaucoup plus de chance. Il y avait un spécialiste qui a fait une grande partie des photos que vous avez vues ce soir. Et il avait un sécateur, puis chaque fois qu'il se baladait, il coupait des ronces. Et puis en fait, couper des ronces, c'est pas mal, ça libère les chemins, mais il les laissait vraiment à hauteur des yeux. Et puis ça, ensuite, c'était très utilisé par les abeilles. Donc je pense qu'il y a pas mal d'abeilles qui cherchent le long des haies et qui vont utiliser les tiges sur pied, en fait. Hmm. Bravo, monsieur, vous êtes passionné, passionnant. Dommage qu'on n'écoute pas vraiment les vrais scientifiques. Effectivement, vous avez un super message, il faudrait bien le diffuser encore plus largement. Les Est-ce que l'eau... scientifiques Pardon. ne devraient pas trop de donner de leçons et dire ce qu'il faut faire. En fait, je pense que le rôle du scientifique, c'est plus de dire, voilà, si vous faites ça, il y a ça, puis si vous faites ça, il y a ça. Puis après, on a un petit peu trop tendance peut-être au niveau du monde scientifique d'être donneur de leçons. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on peut essayer d'éviter. Mais voilà, merci pour votre commentaire. Est-ce que l'augmentation des ruchers est due à un contexte économique, productivité en hausse du miel? Si oui, est-ce que cette crise des abeilles qui sont menacées sert d'excuse au développement des ruchers? C'est peut-être pas dans votre domaine directement, hein. Pas vraiment mon domaine. Alors, je sais qu'en Suisse, on n'a pas vraiment une augmentation des ruchers, hein. Je crois qu'on a un cheptel qui est plus ou moins stable. Je sais que c'est vraiment en Europe, mais c'est principalement en Europe du Sud, en fait. Puis là, effectivement, l'incitation, à mon avis, elle est économique, parce avec le développement du tourisme, il y a peut-être cet intérêt d'avoir du miel local. Et c'est vrai que dans les zones méditerranéennes, on a une augmentation très impressionnante du nombre de ruches. Euh, Après, voilà, je pense que c'est les facteurs qui, euh, qui conduisent à l'augmentation des ruches par endroit, donc en Europe du Sud. Et puis au niveau mondial, alors c'est vraiment des nouveaux marchés, hein, asiatiques, Argentine, Amérique du Sud, où là, l'augmentation des ruchers a été très, très importante. On vous demande de repasser pardon, Un la diapo diaporama. avec la bibliographie. Oui, Je rappelle en tout cas que toute cette conférence sera disponible à partir de, je sais pas, 22 heures ce soir ou 23 heures sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous conseille d'aller à ce moment-là ou dès demain aussi voir toute cette présentation. Vous pouvez tout reprendre, toutes les informations. oui, Euh, alors je peux la remettre en partant après, quand on a fini de voilà, discuter. volontiers. Bah oui, bien non. Une personne nous remercie pour cette présentation. On remercie Free the Bees pour la proposition. Ben, avec plaisir. Plus on sera diversifié, mieux ça vaudra aussi. Et on aime bien avoir aussi des informations sur les autres types d'abeilles. Et sachez que la concurrence entre les abeilles nous est très importante aussi. Et que Mhm. dans notre sentier pédagogique, on a créé un hôtel, hein, pas un hôtel, mais c'est une sorte d'accueil pour les abeilles terricoles. On a creusé un trou, on a mis des pierres ou des tuiles sur la partie inférieure, et ensuite on a mis beaucoup de sable, et puis entouré de pierres. Malheureusement, je suis un petit peu déçu parce que pour l'instant, il n'y a pas d'hôte, mais en tout cas, l'hôtel est là. On Ouais. attend de voir arriver du monde. Des fois, Il y ça a une prend du temps, question, bien. il y a une question dans ce sens, hein. Peut-on faire des tas de sable dans le jardin ou des tas de cailloux? Alors, bah, Ah, bah oui, c'est la suivante, bah oui. sûr qu'on peut. C'est quelque chose avec lequel il est difficile d'avoir de succès. C'est vrai que il y a un fort contraste entre ces hôtels avec des bambous, des tiges, où là, rapidement, vous avez quelques espèces qui viennent super abondantes. Et puis, c'est beaucoup plus difficile d'attirer les abeilles qui nichent dans le sol. Là, on a beaucoup de peine et
je pense qu'on ne comprend pas bien exactement comment elles recherchent. C'est possible que les espèces qui nichent dans les tiges, dans les cavités, visuellement, elles trouvent ça très facilement. Peut-être visuellement, pour les espèces qui nichent dans le sol, il y a peut-être des paramètres qu'on ne maîtrise pas, une Mhm. certaine dureté de sol, une certaine composition, une certaine végétation. C'est peut-être aussi des ressources qui sont beaucoup plus diffuses au niveau du paysage, alors que les cavités, ben là, c'est vrai que les abeilles ont intérêt à trouver des zones où il y en a beaucoup, alors que du sol nu, si on regarde au niveau forestier, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ouais, on a de la peine. Alors oui, c'est bien de le faire dans les jardins. Ça amène aussi des microclimats qui sont intéressants. Ça amène aussi des diversités florales. Souvent, lorsque vous avez un peu de sol nu, ben, vous aurez certaines espèces de plantes. Vous aurez aussi des conditions microclimatiques qui seront beaucoup plus chaudes, qui vont chauffer beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que c'est difficile d'attirer les espèces qui nichent dans le sol. Ça reste un petit peu un mystère. Ouais. D'accord. Euh, Quelqu'un propose de faire des habitats dans les parterres de fleurs. Oui, alors là, ben, il y a un message que j'ai peut-être pas fait passer suffisamment, parce que pour moi, il est extrêmement logique. C'est clair que quand on parle de fleurs indigènes. Là, c'est aussi c'est peut-être la mesure principale. J'ai pas tellement axé ma présentation sur les jardins, le milieu bâti, mais c'est vrai que les fleurs indigènes sont essentielles. Donc oui, si à partir du moment où on a des fleurs indigènes dans un jardin, ben, tout à coup, on peut essayer de mettre du sol nu pour attirer ces abeilles. Mais je répète, on a plus de peine qu'avec les hôtels classiques. Mhm. Oui, j'ai raté une question. On avait parlé une personne, et je pense que c'est Alain, qui avait Ouais. posé la question sur le frelon asiatique et son rôle par rapport aux abeilles sauvages. Je pense que vous avez abordé la question quand même dans la Oui, alors c'est un conférence. rôle Peut-être le reprendre. très actuel. Il y a des études qui ont été faites hors de Suisse. On est en train, alors dans quelques semaines, on aura les premiers résultats. On est en train d'analyser au niveau génétique le contenu des larves de frelons asiatiques en Suisse. C'est un projet qu'on fait avec le CABI à Delémont, également avec la plateforme Frelons Asiatiques. On a récolté énormément de nids primaires plutôt, quelques nids secondaires également, donc les nids primaires qui sont plutôt dans la saison. On a environ 800 larves qu'on va examiner dans les prochains mois. Et ben voilà, réponse dans quelques semaines. Mon avis comme ça à froid, sans avoir encore les résultats, en ayant vu un peu ce qui s'est fait dans les autres pays, les gros nids secondaires, où il y a des milliers de larves, ils arrivent heureusement un peu tard pour les abeilles sauvages. Je pense que là, l'impact sera assez minime, peut-être sur quelques espèces très tardives, la collette du lierre qui va probablement perdre pas mal de population, mais bon, c'est une espèce non menacée. Mais je pense que là, la majorité des insectes, ce sera des guêpes, des diptères et puis des abeilles mellifères. Maintenant, les nids primaires, là, c'est vraiment en plein dans la saison de vol des abeilles. Pour la plupart des espèces, c'est entre mai et août, disons, grosso modo. Et là, bah, ça nous intéresse particulièrement de voir si on retrouve beaucoup d'abeilles sauvages. Mais à mon avis, on va retrouver exactement l'abondance d'insectes qu'on va retrouver sur les fleurs. Et puis, dans un paysage de moyenne altitude, de basse altitude, en Suisse, dans les zones cultivées ou urbaines, là, on va trouver le frelon asiatique. Ouais, en général, 7 abeilles sur 10, c'est une abeille mellifère. Donc, je pense que c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les nids. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un impact quand même? Ben là, mystère. C'est difficile à se prononcer là-dessus. Mhm. Je pense, je pense qu'on surestime un tout petit peu, en tout cas pour les abeilles sauvages, le risque. À mon avis, vu que c'est une espèce qui va se focaliser sur les espèces communes, j'ai quand même l'espoir que la prédation va être beaucoup plus importante sur les syrphides, les syrphides communs, les mouches, peut-être les espèces d'abeilles sauvages très communes, mais beaucoup moins sur les espèces listes rouges, sur les espèces menacées. Mais ça, c'est vraiment un avis qui n'est pas encore basé sur des données scientifiques. Mhm. Paul a posé une question, il y en a une deuxième qui arrive, mais euh, pour rester dans cette idée d'équilibre, doit-on cibler des espèces spécifiques de fleurs pour aider justement Oui, alors là, il y a des tas, j'aurais pu effectivement mettre des liens, hein. Il y a des tas de sites qui vont vous proposer des espèces de fleurs qui sont adaptées pour les abeilles sauvages. Il y a même un site suisse-allemand qui maintenant se développe aussi en Suisse romande, Bee Mapping, je crois que ça s'appelle, ou le Beefinder, pardon. Si vous regardez le Beefinder, vous inscrivez les coordonnées GPS et il va vous donner toutes les espèces d'abeilles sauvages dans un rayon d'1 kilomètre pour que vous puissiez choisir les fleurs à mettre dans votre jardin. Alors, il y a un petit côté science participative comme ça, mais alors il y a
plein de fleurs qu'on peut mettre. Et toutes les fleurs sauvages qui sont visitées par les abeilles sont a priori intéressantes pour les abeilles sauvages. Il n'y a quasiment pas de fleurs qui n'a aucune espèce d'abeille sauvage. Après, il y a des fleurs qui sont très populaires et très appréciées des abeilles sauvages, ben, toutes les légumineuses, toutes les astéracées, les centaurées, les chardons, euh, la vipérine qui est extrêmement nectarifère, les lamiers, ça c'est les plantes qui sont visitées par les abeilles de manière générale sont très favorables. On pourra peut-être aussi publier quelques informations à la suite du texte de la conférence qui est reprise sur la chaîne YouTube. Parfait, oui. Très bien, ok, ça marche. Ah oui, l'étude sur les frelons, est-ce qu'on a déjà une date de sortie de cette étude? Pose la question. Non, alors pas, on ne sait pas du tout, non. On verra si là, on va faire un premier batch d'analyse, on va voir si on va répéter ça, si on a l'information qu'il nous faut, puis après, ça sera évalué, on va voir D'accord. comment ça sera communiqué. Mhm. Concernant le varroa, est-ce qu'il y a une raison qu'il n'attaque pas encore et où il y a un risque qu'il touche aussi les abeilles sauvages? Non, je pense là, le risque est nul, parce que c'est vraiment une espèce qui est spécifique au genre Apis. Et puis, je pense qu'en termes de reconnaissance chimique, de vecteurs, enfin de déplacement, il est spécialisé sur sur le genre Apis. Donc, il n'y a aucun risque. Il y a d'autres parasites, un petit coléoptère qui attaque les nids de bourdon, qui peut passer, il y a certains virus qui peuvent passer de l'abeille mellifère aux abeilles sauvages, mais en tout cas pas le varroa. Hmm. Alors, ça bouge. Ah oui, et la colonie d'Apis mellifera est très attrayante pour Vespa velutina, de par la quantité de proies disponibles. La chasse d'abeilles sauvages est plus fastidieuse pour eux, j'imagine. Oui, alors ça, on sait de Vespa velutina, c'est que c'est un chasseur opportuniste qui va soit rester près des colonies parce que c'est le garde-manger, mais aussi les floraisons très abondantes. Donc, il y a des études sur la lavande au sud de la France où là, il décime tout ce qui s'y trouve. Le lierre, il adore le lierre. Là, il enlève tout ce qu'il y a sur le lierre. Effectivement, pour les abeilles sauvages, ben, à moins qu'on ait vraiment une agrégation, alors c'est possible hein, qu'un frelon tout à coup tombe sur une agrégation d'abeilles puis qu'il enlève toutes les abeilles, ça c'est pas impossible. Mais dans la règle, c'est vrai que l'aspect rucher est extrêmement attractif pour le frelon asiatique. Mhm. Les fleurs situées sur des zones polluées sont-elles délétères pour les abeilles sauvages? Par exemple, en Lorraine, les anciennes friches industrielles. Ouais, alors c'est difficile de répondre à cette question. Chaque composé peut avoir des effets très très différents, hein. Quand on dit zone polluée, ça peut être des tas de molécules différentes qui peuvent après agir différemment. Comme ça, a priori, c'est pas quelque chose qui m'inquiéterait trop. J'ai Mhm. l'impression qu'on a une certaine résistance chez les insectes qui sont quand même beaucoup de ces toxines agissent sur le long terme hein, par bioaccumulation. Donc sur des individus comme nous qui vivons des décennies, il y a un risque beaucoup plus important. Les intoxications d'insectes, c'est vraiment quand c'est des doses des doses ouais, très aiguës, très importantes. Ça, comme ça, c'est pas quelque chose où je mettrais le doigt comme une menace très très importante. Mais voilà, c'est une réponse assez spontanée sans avoir fait la littérature. Il y a certainement des molécules qui ont un effet négatif. Mais de manière générale, s'il y a des fleurs, on va avoir beaucoup d'abeilles. Le risque que ces friches fleuries soient vraiment un piège, je le considère comme assez minime, comme ça, comme avis, sans avoir trop fait de recherche là-dessus. Mhm. Mais dans cet ordre d'idée, quand vous avez parlé des talus d'autoroute et compagnie, je me suis quand même posé la question de la pollution, du plomb et tout ça. On sait que dans le miel des abeilles mellifères, à certains endroits, on trouve des traces de plomb. Mhm. Pour les abeilles sauvages, je pense que ça peut aussi être un problème quand même. Oui, mais de nouveau, certainement. Je n'ai pas connaissance Ouais, c'est ça. d'études. Ce serait difficile de montrer vraiment qu'il y a une mortalité. Après, il y a des études qui ont été faites avec des élevages. Et puis, en tout cas, sur une ou deux générations, je pense que pour la plupart de ces substances, on ne voit pas d'effet. Après, voilà, est-ce qu'il y a une accumulation à plus long terme, des effets à plus long terme sur les populations? C'est pas quelque chose qui m'inquiéterait énormément comme ça. Peut-être quelque chose qui serait plus important, la destruction par le trafic. Parce qu'effectivement, les abeilles vont voler, vont être attirées. Et si elles n'ont pas de chance, elles vont avoir des nids d'un côté ou de l'autre. Et puis là, ben, forcément, on connaît cet effet pare-brise où il peut y avoir une mortalité. Donc une attraction des abeilles sur des zones fleuries qui sont ensuite détruites par le trafic. Et là, je sais qu'il y a quelques études qui ont été faites et il y a un effet qui est noté. Ouais. Mhm.
J'avais aussi une question concernant les bourdons. Donc, c'est la reine qui passe l'hiver et qui recommence l'année suivante. Donc, ça veut dire que cette reine, elle va vivre plusieurs années comme la reine mellifère ou seulement justement une saison? Non, c'est la jeune reine qui va Ouais, émerger de la colonie à la fin de l'été, qui est tout de suite fécondée. Les mâles éclosent aussi à la fin de l'été. Après, les ouvrières, les mâles périssent, et puis la jeune reine fécondée va trouver une cavité. Et puis, c'est ces reines qu'on voit en ce moment, qui sortent de l'hibernation et qui commencent à chercher un nid. Et ces reines, elles vont pas survivre à l'année, en fait. Elles vont faire leur colonie, puis vers la fin de l'été, elles vont périr, et c'est la nouvelle reine qui va. Donc, il y a pas d'hivernage il n'y plus a pas d'une d'hiver. année. D'accord. Bon, mais je crois qu'on est arrivé au bout de toutes ces questions. C'était vraiment très, très riche. Ah, il y a quelque chose qui revient ici, exactement comme les bourdons, les frelons asiatiques, les bourdons. Oui, alors les Ah oui, guêpes, pour les rennes, je pense. les guêpes sociales, donc les vespidés, ont une socialité primitive très semblable au bourdon, avec une reine fécondée qui survit l'hiver, exactement. Ouais. Ouais. Alors, je vais juste remettre la dia avec la bibliographie, si quelqu'un est encore. Ah, c'était celle-là. Et puis, comme ça, on peut. On va clore sur cette Voilà. bonne image. Et puis, on a monté ces 10 dernières années le site internet. Vous avez l'adresse en bas, swisswildbees.ch, où vous trouvez un portrait pour chacune des espèces indigènes en Suisse. J'ai toujours envie de faire un portrait sur Apis mellifera, mais pour le moment, on n'a pas eu l'opportunité, mais c'est clairement quelque chose qui va se faire, puisque c'est une espèce indigène. Mais sinon, les autres espèces sont représentées. Vous trouvez la biologie, les menaces et la distribution en Suisse. Parfait. Ah, mais je peux que me féliciter de vous avoir invité. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait directement, mais super qu'on ait pensé à vous. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces informations. De nombreuses personnes qui nous remercient et qui vous remercient surtout pour cette richesse. Et je pense que cette conférence aura beaucoup de succès aussi sur la chaîne, puisque effectivement, elle apporte beaucoup de réponses et beaucoup d'informations à de nombreuses personnes. Merci beaucoup, Christophe. Merci Et à vous tous. Merci à vous, André, et à Fouille de Bise. Et une prochaine. merci aussi à tout ce public qui nous suit, à ces personnes qui nous aident à continuer notre travail et qui nous aident, qui nous encouragent à continuer notre travail. Merci bien. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.